une fondation? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Des donateurs privés, des collectivités, et l'État peut aussi contribuer à la dotation en capital d'une fondation. Mais nous aussi, nous pouvons le faire. Donc il faudrait qu'on voit sous quelle manière on peut le faire. Alors, que peut-on faire avec cette dotation initiale au capital? Quand on dit 1,5 million, en réalité, le 1,5 million ne servira pas à payer ou à financer les actions que peut mener la fondation. Le 1,5 million doit être minimum, doit être placé, et c'est avec les intérêts produits par ce 1,5 million qu'on peut financer des actions. Ça vous semble clair ou pas? Oui. Donc voilà. Donc, 1,5 million, vous savez, placé à 2% ou à 3%, ça ne va pas vous rapporter beaucoup. Il ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut, dès le départ, avoir une dotation relativement importante pour nous permettre de fonctionner, d'avoir du personnel, etc. C'est ça l'intérêt. Donc, la dotation initiale ne peut pas financer les missions de la fondation. Elle doit être placée. Des dons peuvent être faits ultérieurement sur des projets, etc. Ça, c'est possible. À signaler aussi, ce qui est important, c'est que le fait d'apporter ou de donner pour une fondation vous ouvre droit à un crédit d'impôt de 66%. Et lorsque c'est reconnu d'utilité publique, ce taux peut aller jusqu'à 75%. Mais rapidement, l'administration, comment est administrée une fondation? Logiquement, ce sont les donateurs qui forment en gros l'assemblée générale d'une association. Et c'est ces donateurs qui désignent un conseil d'administration et un bureau éventuellement pour diriger un président, pour diriger la fondation. Lequel conseil d'administration peut aussi nommer un directeur qui se chargera de l'administration exécutive de la fondation. Des salariés peuvent aussi être embauchés. Alors, quels objectifs peut-on fixer à cette fondation? Ce que nous vous proposons, mais on est là pour en discuter entre nous, c'est avant tout faire connaître et diffuser l'histoire et la mémoire des harkis, ainsi que des combattants de l'ancienne Union française. C'est aussi rendre hommage à une composante de la nation française, développer entraide et fraternité, et aussi quelque part, lorsqu'une fondation existe et qu'elle travaille avec de manière sérieuse, c'est qu'elle peut constituer une voix audible que nous n'avons pas aujourd'hui, ou très peu. Ça va, c'est compliqué. Le champ d'intervention de la fondation, on a pensé à cela, mais il y en a d'autres, donc on est là pour en discuter entre nous. Et les populations visées, vous avez ce petit graphique, bon, qui n'apparaît pas à l'écran, je suis désolé. Mais ma souris fonctionne, c'est pas ça, c'est pas la souris. C'est la connexion. J'ai l'impression, j'ai un mal fou à mettre. Est-ce que c'est probablement la connexion, je ne sais pas ce qui se passe. Ça va pas. Bon, bah alors, je l'ai. En tout cas, la population visée. Alors là, nous devons aussi nous prononcer clairement. Est-ce qu'on se limite stricto sensu aux harkis? Est-ce qu'on la prolonge aux arabo-berbères qui ont été avec la France pendant la guerre d'Algérie? Est-ce qu'on y inclut l'armée d'Afrique ou pas?
Et est-ce qu'on prolonge en disant, finalement, on va s'adresser aux anciens combattants indigènes de l'Union française, de l'ancien Empire français? Ce sont ce type de questions qu'il nous faudra trancher ensemble, et donc on parlait aujourd'hui. Voilà, et puis il y aura probablement d'autres questions qui se poseront, et parmi ces questions, c'est notamment la question de est-ce qu'on va parler de l'islam ou pas? Est-ce que les musulmans... c'est pour ça qu'on a mis arabo-berbère, mais il y a la question religieuse qui se pose. Nous avons, notre manière de voir un peu les choses en disant que, bon, en gros, la religion n'a rien à voir là-dedans, c'est un problème qui concerne l'histoire, donc il faut qu'on s'arrête là-dessus. Mais bon, on en discutera librement et vous nous donnerez votre point de vue. Voilà, je crois que j'ai fait l'introduction, je n'ai pas oublié grand-chose. Bah, maintenant, à vous de me dire, comment dire, pour préciser un peu vraiment les questions juridiques et techniques sur la Fondation, si vous le voulez bien, on va laisser la parole à Monsieur Le Guen, le contrôleur général des armées. La ministre Patricia Miralles lui avait demandé de faire un rapport sur la pertinence ou pas de faire une fondation. Il ne nous donnera pas ses conclusions, c'est normal, puisqu'il n'a pas encore remis le rapport au ministre. Il le remettra prochainement, mais sur les questions techniques concernant la fondation, il va nous donner son éclairage, et notamment, donc nous donner un éclairage sur les fondations. Est-ce que ce sera une fondation abritée, une fondation pleine, mais ce sont ces questions. Alors si vous voulez bien, on va lui passer la parole. D'abord le remercier d'être avec nous un dimanche matin, et voilà, et si vous avez des questions, on lui posera. Monsieur Le Guen, vous avez la parole. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Nous, on ne vous entend plus. Ah bon, moi je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, on vous entend là. Ah d'accord, d'accord. Un grand merci de me donner la parole. J'avoue que je salue les personnes qui sont autour de la table, M. Amram, M. Tramor-Kemener et puis M. Géard. Monsieur Géard, que je ne connais pas, mais ce sera avec plaisir que je le rencontrerai. Alors, la mission qui m'a été demandée, c'était une réflexion prospective sur l'organisation consacrée à la mémoire des harkis et de leurs familles. Dans cette réflexion-là, il m'a été demandé d'imaginer, à partir des fondations mémorielles existantes, comment est-ce que l'on pourrait imaginer une fondation, quels sont les avantages et les inconvénients de sa création, et d'imaginer ce qui pourrait être constitué pour une fondation autonome, une fondation abritée, avec les modalités de fonctionnement, les membres constitutifs et le financement. Alors, dans ce que vous avez dit, Monsieur Hadouche, je partage totalement votre appréciation sur cette notion de temps long. La fondation, c'est une procédure qu'il faut engager, mais qui s'inscrit effectivement dans la durée, parce qu'il y a un agrément à rechercher auprès du Conseil d'État. Je partage totalement ce que vous avez dit sur la notion de fondation, qui est finalement la structure généraliste qui permettrait d'aborder tous les aspects de la mémoire harkie, permettant de rayonner, si vous voulez, au-delà d'un cercle restreint. Et j'aime bien la formule que vous avez adoptée, c'est-à-dire comment être audible. Alors, cette fondation,
il faut avoir en tête que une fondation, c'est un caractère privé, d'abord. Et l'État n'intervient que pour reconnaître l'utilité publique de cette fondation. Et vous avez raison de dire que ça regroupe des personnes privées, comme vous et comme moi, des collectivités territoriales, des associations et l'État. Cette fondation, c'est le très grand avantage par rapport à une association, c'est qu'elle va avoir des moyens propres à partir de la dotation que vous avez précisée, et la fondation va pouvoir mener un certain nombre d'actions, et je reconnais qu'une fondation pourrait parfaitement mener des actions dans le domaine de la valorisation de la mémoire harkie, avec des expositions par exemple, avec l'accélération des témoignages et des programmes pédagogiques, et avec des actions en faveur des archives pour valoriser la mémoire harkie. Donc ça, le champ d'intervention, si vous voulez, pour moi, il est assez clair. Ensuite, quel doit être le rayonnement? Est-ce que c'est harkie? Est-ce que c'est Armée d'Afrique? Est-ce que c'est l'ensemble des indigènes de l'Empire français? Moi, je vous dirais, c'est une action qui doit s'inscrire dans le temps long. Par conséquent, qu'est-ce que nous pouvons mobiliser aujourd'hui? Et ça, c'est très important. Parce que lorsque vous citez le chiffre de 1,5 million pour constituer le départ d'une fondation, ben vous l'avez reconnu vous-même. Si c'est pour placer 1,5 million, aujourd'hui, avec les rendements actuels, puisque cette somme sera placée, on ne pourra pas faire grand-chose. Et il faut avoir conscience que, par rapport aux autres fondations du ministère de la Défense, que j'ai été expertisé, vous avez des dotations aujourd'hui qui sont plus autour de 6-7 millions. Voilà, il faut le savoir. Donc, l'action qui est très importante, c'est de recueillir des fonds de toute origine, avec une contrainte qui est, lorsque je vous disais tout à l'heure que la fondation a un caractère privé, il faut que la majorité des fonds soient privés. C'est-à-dire que, en clair, 51% des fonds sont privés, 49% sont des fonds publics. Alors, pour regrouper ces fonds, parce que c'est finalement la question de fond auquel on va être confronté, on peut se retourner vers des associations d'anciens combattants. Première chose, ce sont des associations, donc ça sera dans le bloc fonds privés. J'ai retrouvé effectivement la fondation, le fonds de dotation, pardon, le fonds de dotation de la mémoire harkie. Le fonds de dotation peut parfaitement être activé parce que le fonds de dotation, c'est du mécénat, c'est-à-dire du recueil de fonds privés. Alors ça veut dire que le fonds de dotation, il est créé. Si mes souvenirs sont bons, il a été mis en sommeil à partir de 2022. Et l'objectif de ce fonds de dotation, c'est de faire appel à la générosité publique. Il ne peut pas recevoir de subventions publiques, le fonds de dotation. Donc vous voyez que les premières actions pour moi, c'est qu'en est-il des associations d'anciens combattants qui pourraient nous aider à financer une fondation? Comment peut-on réactiver une fondation pour faire appel à la générosité publique? Alors, le fonds de dotation, il a un conseil d'administration
très très léger, et par conséquent, il est très opérationnel. La seule chose, c'est qu'il faut avoir présent à l'esprit, pour le fonds de dotation, c'est que le formalisme, pour parler simplement, si vous voulez, le formalisme augmente au fur et à mesure du montant collecté. Un exemple, si vous passez le seuil de 10 000 €, vous allez être obligé de faire appel à un commissaire aux comptes. Si vous avez plus de 100 000 €, vous allez être obligé de publier de façon plus précise vos comptes, etc. Donc, ça, c'est l'hypothèse de la fondation. Là où j'apporterai un petit hiatus, si vous voulez, c'est lorsque vous me parlez de l'administration. Parce que la fondation, elle est surtout dirigée par un conseil d'administration. Dans un conseil d'administration, vous avez les fondateurs, c'est-à-dire ceux qui apportent les fonds. Alors, les fondateurs, on va les regrouper, puisque les fonds, ils peuvent être apportés par des mécènes, par le fonds de dotation dont on parlait, par les collectivités territoriales et par une subvention de l'État. Bien sûr, les collectivités, les associations d'anciens combattants dont on parlait. Donc vous allez avoir un conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, vous allez avoir 3 blocs. Les fondateurs, des personnalités qualifiées, et puis les membres de droit. Et les membres de droit, ce sont des gens qui vont représenter les ministères pour apporter leur œil, si vous voulez, leur regard sur les façons dont sont gérées la fondation. Par exemple, la fondation de la Résistance, au ministère de la Défense, il y a un représentant du ministère de la Défense, ou alors la fondation de la mémoire de la déportation, vous avez un représentant du ministère de la Culture, du ministère de la Défense, et puis de Bercy. Voilà. Et c'est cet organisme, si vous voulez, qui va gérer votre fondation. L'objectif étant que les fondateurs doivent déposer, si vous voulez, leurs fonds, mais la gouvernance n'incombe pas uniquement aux donateurs. Voilà. Voilà ce que je peux dire dans une première approche sur la fondation. Est-ce que j'ai été clair? Pour moi, oui. Vous avez été très clair, mais allez-y dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Lève-toi et dis-nous. Tiens. Bonjour, je crois que Présente-toi, s'il te plaît. Mohamed Yaoui, je suis du membre Agir Paris. La véritable ouverture, c'est, le rappelait hier le président, c'est cette division. Il y a le concept de Machiavel, c'est la souveraineté et le pouvoir, qui accapare un certain nombre de choses. C'est surtout établir que cette fondation, elle est faite pour la mémoire, elle est faite pour la reconnaissance et la transmission. Elle n'appartient à personne. On touche à la fondation, on touche au harki. Je pense que ça doit être suffisamment explicité partout en France, dans toutes les associations. C'est pas moi, Antoine Moumou, c'est pas Tartuffe, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est une fondation. La dernière fois, nous avons été au Souvenir de France. Il y avait Pierre-François Veil, qui est président de la Fondation de la Shoah. Il est le président et il représente tous les juifs, tous nos concitoyens. C'est par rapport à cela que je voulais soulever ce problème. Merci. D'autres questions?
Monsieur Le Guen, bonjour. Vous vous êtes déplacé en Yamina Chalabi, membre d'Agir, mais également président d'honneur de l'Aracan, dans les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et le Gard. Vous avez fait un déplacement en région PACA. Je regrette une chose, c'est de ne pas y avoir été convié. Donc je voulais vous le dire en direct. Les Alpes de Haute-Provence comptent également dans ce département et dans notre région. Moi j'avais une question, vous posez la question des moyens, du financement, je vais revenir à une autre question. Celle qui concerne le rayonnement au-delà d'un cercle restreint et celle qui concerne la valorisation de la mémoire harkie. On va bien au-delà de la valorisation d'une mémoire harkie, on va sur la reconstitution d'une mémoire et également un travail de transmission qui doit être fait avec un ministère et qui doit donc être engagé avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous parlez à juste titre de programmes pédagogiques qui sont engagés dans le cadre de l'ONAC. Il faut savoir que l'on n'enseigne pas la guerre d'Algérie partout et on ne parle pas des harkis partout. Et je parle en connaissance de cause puisque je suis un chef d'établissement, une chef d'établissement. Donc lorsque l'on regarde par exemple les Bouches-du-Rhône, pour Marseille, c'est un réseau d'éducation prioritaire à ciel ouvert. Et vous comprenez bien que le discours concernant l'histoire des harkis n'est pas audible partout. C'est à ce niveau-là. Et lorsqu'on parle de valorisation de la mémoire harkie, pour ma part, elle ne saurait être détachée de celle des indigènes de l'armée d'Afrique, ni même de l'armée d'Afrique. Il y a une question également que nous nous sommes posées sur la question des religions. Ce qui met à mal nos sociétés actuellement et nos établissements scolaires, c'est la question de l'identité. Et on sait à quel point la question de l'identité est très prenante et pertinente chez la question des harkis, et n'a pas été jusque-là identifiée en tant que telle. Lorsque les élèves s'appellent dans les établissements scolaires par des origines, et lorsqu'ils se revendiquent noirs, arabes, je ne sais quoi, vous comprenez bien que l'enfant de harki tel qu'il est, ou petit-fils d'enfant de harki, a du mal à exister. Et c'est un point central qu'il faudra aborder. Merci, monsieur. Je vous laisse la parole, monsieur Le Guen, si... Alors, je peux répondre effectivement aux deux interventions. La première sur la division. Incontestablement, la Fondation doit être portée par des associations de harkis. Et j'ai pu constater, dans les quelques déplacements que j'ai fait en province à Paris, que le mouvement des associations de harkis est, et vous comprenez que je parle de façon assez diplomatique, assez divisé. Et la Fondation, par exemple, le conseil d'administration dont je vous parlais, de la Fondation, il va s'appuyer, si vous voulez, sur un comité scientifique, bien sûr, avec des historiens, et parallèlement avec, par exemple, un collège d'associations qui va travailler la représentativité de cette fondation. En clair, la fondation, elle peut être initiée, poussée par Agir, etc., mais on ne pourra pas faire une fondation uniquement avec Agir. Surtout pas. Voilà, et c'est ça le point important. Et il faut avoir en tête que lorsqu'on me dit la fondation va devoir réunir des fonds importants, moi je dis d'abord, il faut que des fédérations d'associations de harkis se constituent pour pousser le mouvement. Ça c'est le premier point. Et incontestablement, pour moi, ce qui peut être le plus mobilisateur, si vous voulez, c'est la mémoire harkie. Et pour revenir à ce que disait Madame Chalabi, oui, je suis désolé, je ne me suis pas déplacé effectivement dans l'extrême sud-est. Pardon, Madame Chalabi, j'avais entendu parler de vous, et je suis tout à fait ouvert à toutes vos propositions. Que je dirais, et j'ai certainement raté effectivement grand chose en allant dans le sud-est, j'en conviens, mais pour revenir à ce que vous disiez, oui, incontestablement, la Fondation, c'est une structure généraliste qui permet d'éviter l'entre-soi.
et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour mobiliser toutes les associations autour d'un projet comme celui-là. La seconde chose, c'est que dans le débat Harki, Armée d'Afrique, ma petite difficulté, c'est que j'ai rencontré quelques associations de représentants des anciens combattants de l'armée d'Afrique, mais le véritable mouvement porteur, si vous voulez, de cette valorisation, c'est la mémoire Harki. Et c'est pour ça que on pourrait étendre à l'armée d'Afrique, dans un deuxième temps, un projet de fondation, mais il me semble que déjà, et M. Hadouche disait que c'était un processus long, si véritablement on veut se mettre en ordre de bataille, il faut commencer par la mémoire Harki. Voilà. Et ça, c'est important. La seconde chose, je partage totalement ce que vous avez dit sur les actions en faveur du ministère de l'Éducation nationale. J'ai regardé comment est-ce qu'aujourd'hui était enseignée la période de la guerre d'Algérie dans les collèges et dans les lycées, et j'ai vu qu'en fait on pouvait parfaitement éviter d'en parler. Je pense que vous serez d'accord avec Madame Chalabi avec moi, en choisissant d'autres thèmes en fonction de l'auditoire. Voilà. Donc le représentant, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale, il sera très intéressant dans un conseil d'administration de fondation, parce qu'il faudra effectivement travailler avec lui. Et vous voyez, du côté des représentants de l'État, il ne faut pas qu'il y ait uniquement le représentant du ministère de la Défense, il faut carrément mettre autour de la table la culture, l'éducation nationale, Bercy, voire même pour l'action de la mémoire Harki, le Quai d'Orsay. Et je pense que M. Tramor-Kemener sera tout à fait d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est l'élément important pour constituer une fondation. Incontestablement, lorsque je regarde ce qui pouvait motiver, parce que c'est la première question à laquelle on me devait de répondre, est-ce qu'il faut oui ou non une structure nouvelle? Je me suis rendu compte qu'il y avait des actions aujourd'hui de valorisation de la mémoire Harki qui étaient des actions ponctuelles et qu'on pouvait parfaitement en faire beaucoup plus. Voilà. Alors, je termine juste par cette considération-là. La question peut se poser avec une fondation abritée. Pour deux raisons. Moi, je suis excessivement pragmatique, et vous voyez que pour réunir des fonds, avec un fonds de dotation, avec un premier organisme à créer, avec des démarches auprès d'associations, de financeurs, de mécènes, etc. L'avantage de la fondation abritée, c'est que le formalisme d'une fondation abritée est beaucoup plus simple, puisque vous avez une dotation minimale à constituer qui est 200 000 €. Voilà. Et la création, elle est simple, elle est rapide, et il faut trouver une fondation. Alors, je vais parler simplement une fondation mère pour rattacher la fondation fille. Et la fondation fille serait la fondation consacrée à la valorisation de la mémoire des Harki. Voilà. Alors, j'ai regardé du côté de la Fondation de France, puisque vous m'en aviez parlé, à droite et à gauche. Et la Fondation de France, c'est une fondation qui n'accepte pas les fonds privés, les fonds publics pas. D'abord, la Fondation de France, c'est une énorme institution. Vous avez globalement un peu moins de 1000 fondations rattachées à la Fondation de France. Vous avez 40 à 50 fondations qui seront créées chaque année. Et vous avez un effectif de globalement 250 salariés
qui travaillent à la Fondation de France. Donc si vous voulez, la Fondation de France, c'est une fondation qui gère essentiellement du mécénat. Lorsque vous avez quelqu'un qui a une fortune, qui n'a pas d'héritier, et qui considère qu'il faut améliorer, j'allais dire, l'environnement économique des personnes vulnérables, de l'enfance, dans ces cas-là, elle peut confier ses fonds à la Fondation de France, qui va la gérer pour lui, avec un projet qui sera dessiné avec ses héritiers. C'est pour ça que la Fondation de France ne correspond pas bien à ce que l'on recherche avec cette fondation pour les mémoires acquises. Merci. Monsieur Le Guen est avec nous jusqu'à 11h. Alors si vous avez... je te passe la parole. Monsieur Le Guen, bonjour. Monsieur Amran des Alpes-Maritimes. Bonjour. Je suis comme Yamina Chalabi. Malheureusement, on n'a pas été conviés à la réunion dans le Var quand vous avez fait votre déplacement. On serait venu, parce que nous on est à 1h15 du Var. Hein. Même des Alpes. Voilà, même des Alpes. Voilà. Bon, c'est une aparté par rapport à ça. Je rejoins Yamina ce qu'elle disait concernant les interventions dans les collèges ou les lycées au niveau des académies. Moi, je fais avec M. Sebi, qui est un ancien, des témoignages en partenariat avec l'ONAC. C'est vrai que quand on intervient dans les classes à zone prioritaire, on a toujours ce questionnement des enfants qui revient sur le rôle qu'ont joué les harkis, et on nous ressort toujours le mot de traître. Ça, c'est un fait, c'est la réalité. Ensuite, c'est vrai que certains professeurs, et on en a eu la preuve, parce qu'on les côtoie depuis 2015, au niveau des collèges et des lycées, certains professeurs ne veulent pas aborder la guerre d'Algérie dans leur programme scolaire. Voilà, ça c'est compliqué aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on interpelle le ministre de l'Éducation nationale pratiquement à imposer dans le programme scolaire la guerre d'Algérie comme ça a été fait dans les différents conflits? Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, vous disiez tout à l'heure, au niveau de la fondation, se rapprocher d'une autre institution déjà en place. Moi, personnellement, on a déjà été sous tutelle depuis 60 ans. Je ne vois pas comment on continuerait, nous les enfants de Harki, à accepter qu'on nous mette encore l'épée de Damoclès sur la tête en disant c'est nous qui dirigeons, vous êtes là pour amener des fonds et des adhérents complémentaires. Moi, c'est à l'avis personnel. On peut lancer cette fondation dans les années qui arrivent et on verra comment ça se déroule au niveau des fonds qu'on peut récupérer, des adhésions et autres. Voilà, c'était mes deux questions. Merci Ali. Avant de vous donner la parole, Monsieur Le Guen, j'aimerais demander à Tramor Kemener, qui est historien, qui travaille aussi dans la commission mixte franco-algérienne et qui doit être certainement très au courant de ce que de l'autre côté de la Méditerranée on pense des harkis, ce qu'il pense de cette question ou de l'utilité de cette fondation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, avant de répondre à cette question, moi, ce que je voulais souligner, c'est la grande difficulté qu'il y a, je crois, à prendre vraiment en charge cette histoire. Et non seulement, enfin, voilà, c'est une histoire qui a été très largement, et au-delà d'ailleurs de la question de la guerre d'Algérie, de cette question-là, toute cette histoire coloniale, voilà, au-delà, vous voyez, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux autres indigènes aussi hein, de l'armée française, je crois que c'est vraiment une grande difficulté qu'il y a en France à prendre en charge cette histoire-là. Et à chaque fois, on voit aussi
les blocages qui existent en fait, et quasiment, comment dire, une mise en route de cette histoire-là qui se fait difficilement. Alors il y a la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie qui existe déjà, depuis 2005 quand même, sur le sujet, mais la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, non, c'est la loi de 2005. Hein. La loi de 2005. C'est la loi de 2005, oui. Elle n'a existé qu'en 2014. Ouais. Enfin voilà, créée sur le papier en 2005, mais qui a mis du temps effectivement à se mettre en œuvre. À la rigueur, justement, ça montre aussi cette difficulté-là. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue également institutionnel, c'est vrai qu'il y a une difficulté de prise en charge de cette mémoire, de cette histoire-là. Je parle en tant qu'historien et je vois combien c'est difficile depuis maintenant 25 ans, bien que j'y travaille. Je vois combien c'est une dépense d'énergie individuelle et évidemment, vous aussi, je pense que c'est une dépense d'énergie collective. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque que je voulais faire, mais je pense que ça aussi entre en considération par rapport à votre projet, c'est que les mémoires aussi ont souvent été non seulement partiales, mais partielles. Et qu'en fait il y a un éclatement, alors je le dis comme ça, c'est pas peut-être pas très positif entre guillemets, mais c'est un constat, c'est-à-dire que bon, la mémoire elle est individuelle, elle est collective, et évidemment elle va dans un sens donné d'un groupe porteur de mémoire par exemple. Première remarque. Et donc justement ces groupes porteurs de mémoire portent une mémoire qui leur est propre quelque part, et la très grande difficulté qu'il y a aussi justement, c'est de parvenir à ce dépassement des mémoires, voilà, de ces groupes de mémoire en tant que tels. Alors, dans ce phénomène-là, je pense que justement, c'est ce qu'a laissé entendre tout à l'heure le commissaire Le Guen, je pense que vous en serez d'accord aussi, c'est vrai que dans ce phénomène, donc d'une part,